les tables rondes du Colibri. Les auteurs et réalisateurs invités de la Joyeuse Escale 2022, présentés par Bruno. Oh oui! C'est parti, bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième table ronde sur le thème « Revenir d'un voyage au long cours ». Pour nous accompagner ce matin, il y a Caroline Moirot, bonjour, et Constant Pelap, comment on dit ? Pelat, ok. Du coup, ça va se dérouler ainsi, les 40 premières minutes, on va discuter, je vais les laisser aborder le thème à travers leur expérience, et les 20 minutes suivantes, vous pourrez intervenir avec grand plaisir. On va commencer par Caroline, si tu veux bien te présenter. Alors moi c'est Caroline, donc me présenter mon voyage plutôt, sinon ça sera un vaste sujet, je pense qu'on va y passer la nuit. Alors moi ça va faire 3 ans bientôt, je reviens d'un tour du monde que j'ai effectué en 8 ans, principalement à pied, mais aussi en vélo et en bateau. Et toi Constant ? Bonjour à tous, donc moi c'est Constant Etaleb, je suis revenu d'un voyage à vélo, un tour dans le monde de 2 ans et demi, et ça fait 4 mois que je suis revenu, et je suis aussi là pour trouver des réponses auprès de Caroline. Du coup, avant de savoir comment on fait pour revenir, déjà pourquoi partir ? Pourquoi pas ? Elle était courte la réponse, là. La réponse est courte. Elle est courte, hein. Ouais, mais la réponse elle est courte, mais la question aussi elle est courte. Tout le monde demande pourquoi, mais personne m'a jamais dit pourquoi pas. Pourquoi je devais pas le faire en fait. Et donc en fait, moi au début ça m'a interpellée parce que c'est vraiment une question à laquelle je ne savais pas répondre. Pourquoi ? Parce que j'ai senti, parce que j'avais envie de le faire. Et donc à partir de ce moment-là, soit on écoute, soit on n'écoute pas. Donc moi j'ai écouté. Et comme j'avais pas vraiment de réponse, on va dire rationnelle à dire du pourquoi, moi je répondais pourquoi pas. Bonne réponse. Et pour toi ? Pourquoi ? Il y a des petites raisons, j'avais des petits rêves, je terminais mes études en août 2019 et j'avais envie de prendre le Transsibérien en Russie et je me suis dit pourquoi pas aller le prendre, pourquoi pas oser partir en Russie et plutôt que de partir en avion directement à Moscou, je me suis dit pourquoi pas partir en vélo. C'est pas mal comme réponse, pourquoi pas. Pourquoi pas y aller en vélo, pourquoi pas prendre le train, pourquoi pas aller en Nouvelle-Zélande derrière. Et en fait c'est une accumulation, ce voyage de 2 ans et demi n'était pas prévu. J'avais prévu de partir 5-6 mois, enfin 8 mois exactement. Et au final c'est pourquoi pas continuer. Et là c'est encore aujourd'hui, pourquoi pas repartir aussi. Et pourquoi je suis rentré ? Et pourquoi pas repartir aussi. Oui, la question va venir. Pourquoi vous êtes rentré ? Toi, c'était prévu, toi, que ça dure aussi longtemps, ces 8 ans, ou il n'y avait rien de prévu comme Alors moi, quand j'ai pris la décision de partir faire ce tour du monde à pied, j'avais pas forcément d'idée de la durée. Moi, dans ma tête, naïvement, je pensais à 3 ans, parce qu'en fait, l'idée vient pas de moi, vient d'autres gens, et il me semble bien qu'ils avaient annoncé 3 ans. Et c'est pendant la préparation que je me suis rendu compte que ça prendrait 10 ans. Donc quand je suis partie, je savais que ça me prendrait 10 ans. Et donc j'avais... Et j'ai pas fait l'Amérique du Sud, hein, c'est pour ça que ça fait moins longtemps, mais disons que voilà, quand je suis partie, moi je m'étais dit je pars pour 10 ans, mais moi je partirai pour 10 ans maximum. C'est-à-dire que ça me mettait une limite pour éviter justement de pas savoir revenir et de partir en errance, ouais. Pas savoir revenir parce que c'était une crainte. Alors c'était pas une crainte de ma part, en tout cas. C'était une intuition que ça devait être dur de rentrer quand on partait aussi longtemps. Et donc c'est quelque chose que moi je me suis posé la question. Comment on fait si finalement, parce que le pourquoi pas peut nous emmener très très loin. Et comment on fait après pour s'arrêter ? Et donc j'ai pensé, et voilà, je me suis dit, moi, voilà, il suffit d'avoir un projet, pas une date de retour, puisque c'est quand même flexible, mais voilà, à peu près une idée du truc. Et moi c'est un jeune homme qui m'avait contacté, qui était parti lui 2 ans, tour du monde en vélo, mais pour une raison particulière, enfin c'est le tour des pompiers, quelque chose comme ça, et qui m'avait appelé paniqué en me demandant mais est-ce que tu as prévu le retour ? Parce qu'il dit, moi j'ai été 5 ans en dépression, il sortait d'une dépression, il avait failli se suicider, etc. Parce qu'en fait il était traumatisé en revenant, en fait, donc son tour du monde il l'a eu fini, et en revenant il était perdu, et j'ai fait t'inquiète pas, j'ai déjà prévu la suite. Ça veut dire quoi, prévoir le retour ? Je vais vous poser la question à tous les deux, mais Constant, c'est quoi, prévoir le retour ? Déjà, moi, je suis rentré aussi pour revoir la famille, parce qu'au bout de 2 ans et demi, comme toi, tu es peut-être rentré pendant les 8 ans pour faire des visites auprès de la famille, je suis rentré aussi pour voir la famille. Et prévoir le retour, j'ai beaucoup pensé sur mon vélo, savoir dans quoi j'allais me projeter
après en fait. Parce que je voulais pas rentrer et forcément on allait me poser plein de questions. Et c'est prévoir des réponses aussi pour être un minimum confiant en moi et pour pouvoir dire aux gens qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis ici. Parce que le retour, pour moi, c'est pas un retour, c'est juste une continuité. Le fait que je sois rentré dans mon village, mais pour les gens, c'est un retour. Je suis rentré dans mon village et maintenant, j'ai commencé une vie normale. Et sauf que moi, c'est plus une continuité, ce passage dans mon village. Pas de rupture en fait. Non, moi, je suis rentré, je vois la famille. Et là, j'ai mon activité en ce moment là où je suis en Bretagne, où je suis charpentier. Et ouais, c'est la continuité où je prépare un autre projet, mais en fait c'est projet par projet, j'aime bien fonctionner par projet. Et ouais, c'est prévoir un autre projet, c'est pour répondre à ta question. La même question à toi, mais l'idée de la vie normale, la vie normale, c'est pas celle qu'on se fabrique. Alors moi je suis très d'accord avec tout ce qu'a dit Constant. Effectivement, moi aussi j'ai beaucoup pensé à ce retour parce que je trouve ça bien justement de se projeter, de toujours avoir des projets d'avance pour éviter de tomber justement dans cette dépression. Effectivement, la vie normale, moi je trouve que ma vie pendant ces 8 ans a été très normale. Donc il y a plein de gens qui ont fait oh, ça va, c'est pas trop dur de reprendre une vie normale. Je fais mais ma vie elle est normale hein. Et je suis très d'accord avec cette histoire de continuité. Pour moi il n'y a pas un avant après voyage, c'est une continuité, c'est un chemin, c'est une évolution. On change, forcément tout le monde change, mais même quelqu'un qui reste sur place, qui voyage pas, entre ses 20 ans et ses 40, il est plus le même. Du moins j'ose espérer. Et donc du coup c'est pareil pour un voyageur, finalement on évolue mais différemment tout simplement. Il y a quand même une petite différence sans doute entre la contrainte du quotidien et la liberté qu'on s'octroie pendant le voyage à... Il y a toujours une contrainte aussi dans le voyage. Enfin, je veux dire, il y a une routine qui s'installe aussi dans le voyage. Il y a des gens qui ils nous voient à la télé ou sur Facebook ou je ne sais où, et ils imaginent en fait que c'est les vacances tous les jours. Mais nous aussi, tous les jours, on va faire la même chose. Moi, tous les jours, je repliais ma tente, je mangeais, je marchais. Et donc, il y a une routine finalement qui s'installe. C'est peut-être pas la même, mais il y a quand même une routine qui s'installe. Et après, on fait des choix, mais dans la vie normale aussi, on peut faire des choix. Sauf que nous, effectivement, moi, j'avais le choix de m'arrêter à telle heure ou à telle heure. Mais bon, dans certains boulots aussi, on a le choix de choisir ses horaires. Donc je veux dire, c'est juste différent, mais finalement, c'est pas si différent. Je veux dire, il y a quand même une routine qui s'installe dans le voyage. Tu le ressens aussi comme ça, toi ? La routine du voyage, comme la routine du quotidien ? Oui, mais après, je trouve qu'elle est un peu différente quand même. C'est que dans le voyage, pour moi, c'est un moyen génial de m'épanouir. Et dans le voyage, j'ai capté quelque chose, mais que depuis que je suis rentré, c'est que j'étais dans une permanente urgence, en fait. L'urgence d'avancer avec mon vélo, l'urgence de trouver à manger, l'urgence de trouver à boire, l'urgence de trouver l'hospitalité. Et qui dit urgence implique de vivre le moment présent, parce qu'il faut répondre à la problématique de l'urgence. Et depuis que je suis rentré, ou que parfois je suis dans mon canapé, j'ai plus d'urgence. Et du coup, je suis plus dans un doute. Et c'est ça la différence que je fais entre le voyage et ma vie de sédentaire aujourd'hui. C'est que quand je voyageais, j'étais dans une urgence permanente et du coup, je sais pas, je m'épanouissais peut-être plus que là où je suis sédentaire, où je suis beaucoup plus en train de réfléchir, en train de cogiter par rapport au passé, pour me demander qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Mais j'oublie plus de vivre le présent en fait. Et je trouve que c'est ça la différence entre quand je voyageais, où j'étais vraiment dans le présent parce qu'il fallait répondre à plein de problématiques de besoins vitaux en fait. Et depuis que je suis rentré, où je suis beaucoup plus en train de voir derrière moi ou regarder devant moi, mais j'oublie de aussi vivre, même si j'oublie pas de vivre parce que je suis un bon vivant, mais... Ouais. Mais... il se crée l'urgence de repartir. Ouais, peut-être, ouais. Mais après, moi, je pense que j'adore ça, je trouve que le voyage c'est un moyen exceptionnel pour que je m'épanouisse. Donc ouais, je pense que j'ai pas fini en fait de partir, bien que je reviendrai, mais... Ouais, du coup, c'est un... Et le passer de l'itinérance à la sédentarité physique, hein, on s'entend, parce qu'on peut continuer d'être itinérant dans sa tête, j'imagine, mais passer de l'itinérance à la sédentarité physique, est-ce que c'est pas questionnant ? Alors dans mon cas, en fait, j'ai voyagé quand même pendant 8 ans, donc c'est confortable des fois de s'arrêter. Et en fait, je crois bien que j'ai jamais été sédentaire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, que j'étais à l'école, j'ai toujours fait 2 ans à un endroit, 2 ans à un endroit, 2 ans à un endroit. Donc j'ai toujours bougé en fait. J'ai des parents divorcés, donc j'étais un week-end sur 2 déjà dans un autre endroit, etc. Donc finalement, je crois que j'ai jamais vraiment été 100% sédentaire. Et même aujourd'hui, je suis toujours en train de bouger à droite à gauche, donc ma mère, ça la ferait bien rigoler d'entendre dire que je suis sédentaire parce qu'elle trouve que je suis jamais là. Donc ouais, en fait, je continue quand même à bouger. Donc voilà. Mais D'accord. Pareil pour toi. Ouais. Après, même pendant le voyage, au final, j'ai eu plein de périodes de sédentarité où je m'arrêtais, je sais pas, pour travailler pendant 3 mois, où je m'arrêtais 5 jours et 5 jours c'était une période de sédentarité. Donc ouais, même pendant le voyage, j'avais des périodes où je m'arrêtais. Et là aujourd'hui, je suis arrêté, c'est vrai, depuis 4 mois dans ce village où je suis rentré. Mais peut-être que je vais repartir, j'ai aucune finalité en fait. Je suis un sédentinérant.
Oh, c'est joli ça, c'est l'antinérant. Et le choix de partir à pied, c'était par rapport à un rythme voulu lent ou... Alors moi en fait c'était une évidence, c'est-à-dire que je voulais vraiment le faire de manière effectivement lente et écologique et j'aime pas le vélo. Donc du coup, c'est pas que j'aime pas le vélo parce que du coup finalement j'en ai fait beaucoup de vélo, même si c'était que 3 pays, ça fait quasiment à 5000 km près la même distance. Mais j'aimais moi à pied, j'aimais cette liberté justement de pas être dépendant de problèmes mécaniques. Avec le vélo, il y a toujours une usure qui va de toute façon se créer au fil du temps. Et moi, je suis pas forcément toujours très patiente. Et je me suis dit, après, si c'est pour balancer le vélo parce que j'en peux plus, que là, à pied, en général, je vais pas m'amuser à me couper les pieds. Donc, je trouve qu'il y a quand même une liberté à pied. Et puis, il y a aussi le truc, on peut se poser n'importe où. On peut s'amuser à couper à travers champs ou à prendre à travers bois ou monter des escaliers, etc. Quand il y a les vélos et les 4 sacoches dessus, rien que déjà pour aller dormir, quand il y a une rambarde de sécurité et qu'il faut la passer, c'est lourd. C'était une envie de liberté. Ça correspondait à une envie de plus grande liberté, en fait. Surtout une grande liberté de chemin empruntable. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie, j'allais pas faire un tour du monde touristique, j'allais pas aller dans d'endroits touristiques. Moi, j'avais vraiment envie d'aller voir les gens, monsieur, madame, tout le monde, dans les campagnes, donc au milieu de nulle part, donc là où il n'y a pas de bus, là où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de truc. Et donc, à pied, finalement, c'est ce qui, pour moi, me paraissait le plus simple à gérer, en fait, tout simplement. C'est vraiment une question d'organisation. Et du coup, pour toi, le vélo, c'était une évidence aussi ? Pas du tout. Moi, je voulais aller en stop à Moscou de base, et c'est mon grand frère qui était beaucoup plus cycliste que moi, qui m'a un peu mis au défi, et qui lui voulait poser 7 jours pour partir faire un petit voyage à vélo. Et du coup, moi, le petit frère, j'ai acheté un vélo et j'ai commencé à vélo avec lui en Europe. Et au final, mon frère est rentré sur Paris. Moi, j'ai continué à vélo jusqu'en Lituanie. Et après, je me suis dit, j'ai capté que le vélo, c'était juste génial. Que c'était en fait, je suis pas un fada de vélo, mais je trouve que c'est un outil de sociabilisation juste incroyable. C'est que d'arriver dans un village avec un vélo, ça attise la curiosité des gens. Et moi, je suis curieux, donc ça crée un échange. Et c'est ça que je trouve vraiment génial avec le vélo. Et après, les galères mécaniques, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Caroline, j'en ai eu tellement de galères mécaniques, mais à chaque fois, ça amenait une belle histoire derrière. Donc à chaque galère venait la lumière derrière. Et ouais, le vélo, c'était pas du tout une évidence, mais aujourd'hui, je peux que remercier ce moyen de locomotion parce que ça m'a ouvert tellement de choses dans le monde. Si tu repars, ça sera à vélo ? Là, pour le coup, j'ai plus un projet de voyage à pied parce que j'ai envie d'expérimenter le voyage à pied. J'ai envie de me faire une grande marche, voir comment ça se passe. Je pense que quand tu voyages à pied, tu es aussi plus proche de la nature parce que sur un vélo, on est quand même souvent sur les routes, souvent sur le bitume. Peut-être plus proche des humains à vélo, je sais pas, je dis peut-être des conneries, mais à pied, peut-être qu'on se retrouve pendant 4-5 jours tout seul dans la nature parce qu'on prend des petits chemins et on va pas forcément à la rencontre des humains parce qu'on va se perdre je ne sais où. Alors que sur les routes, on est toujours confronté avec les humains, avec les voitures, on a toujours un contact en fait avec la vie de tout le monde. Et dans le cadre de ce retour, quel thème de cette table ronde, le fait de voyager, on rencontre énormément de gens. Est-ce qu'une fois qu'on est rentré, ces rencontres imprévues nous manquent pas ? Alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, les conférences. Donc du coup, je continue à rencontrer plein de gens. Et finalement, donc j'ai eu un premier voyage qui était la préparation du voyage. Après, il y a eu le voyage qui était le voyage en lui-même. Et là, je suis dans un 3e voyage qui est justement partager cette expérience et le raconter. Donc, je continue à me nourrir finalement de tous ces gens, soit qui m'ont suivi, soit qui me découvrent pour la première fois. Et de partager cette expérience finalement, je suis toujours dans le voyage et toujours dans la rencontre de plein de gens que je connais pas. C'est un voyage différent. De toute façon, c'est toujours un voyage différent. Mais voilà, donc pour moi, en tout cas, ça s'arrête pas. Et pour toi ? Tu peux répéter la question ? Le fait d'avoir rencontré énormément de gens de manière totalement imprévue, est-ce que le fait de s'arrêter et ces rencontres-là, est-ce qu'elles nous manquent pas ? Peut-être que ce qui me manque, c'est toute l'incertitude de l'errance, en fait, de commencer une journée, de pas savoir ce qui va se passer. Ça, je trouve ça vraiment génial en voyage, c'est qu'on commence une journée, on sait jamais ce qui va se passer, où on va dormir, qui on va rencontrer. Peut-être qu'on va passer une journée galère, peut-être qu'on va passer une journée magique. Peut-être cette incertitude me manque dans ma vie en ce moment. Mais après, ouais, comme Caroline disait, c'est un autre voyage. Le retour, là, je suis dans une phase d'écriture et en fait, je revis mon voyage, je réécris mon voyage et je revoyage dans mon voyage et c'est assez incroyable. Et après, même le travail que je fais en ce moment de charpentier, c'est nouveau pour moi, c'est un autre voyage. Tout est question de voyage. Et du coup, sur des périodes aussi longues, le fait de faire des étapes, pas forcément pour revenir voir sa famille, mais le fait de faire des étapes dans le voyage, c'est une nécessité ?
Je réfléchis en même temps. Hein. Je ne sais pas si dans mon cas c'était une nécessité. En tout cas, c'était une envie à un moment donné pour plein de raisons, difficultés familiales, etc. Mais à part ça, j'ai pas vraiment ressenti la nécessité de revenir voir ma famille pendant ce voyage. Je suis revenue 2 fois, mais c'était 2 fois pour des raisons précises. Mais en fait, pour en revenir un petit peu au tout début, ce qu'on parlait, c'est qu'en fait, dans cette routine qui s'installe, mais il y a aussi effectivement cet émerveillement au quotidien. C'est pour ça que c'est différent un peu de la routine de notre quotidien, dans le sens où on est comme un gamin. Un gamin qui a 3-4 ans, qui va jouer chez ses copains, demandez-lui pas un goûter d'anniversaire si ses parents lui manquent. Ça lui manque pas parce qu'il sait qu'ils sont bien, etc. Puis que lui, il s'amuse. Maintenant, le voyage, c'est un peu ça aussi. On est tellement dans l'émerveillement tous les jours, des rencontres quotidiennes, de choses différentes, de choses qu'on connaît pas. C'est comme si, voilà, on retombait en enfance à découvrir plein de choses. C'est comme si on était à un goûter d'anniversaire tous les jours ou devant un sapin de Noël tous les jours à découvrir plein de choses. On n'a pas le temps vraiment de penser à ce qui vient là. Et puis, en général, moi, j'étais quand même relativement en communication, hein. J'étais très souvent invitée, donc au moins 2-3 fois par semaine, c'était un Skype à l'époque, donc je faisais un Skype avec ma famille. Donc du coup, moi, à partir du moment que je savais qu'ils étaient bien, voilà, si tout le monde va bien, ça va bien, et puis quand ça va pas, effectivement, on revient. Mais sinon, c'était pas un besoin pour moi de revenir, parce que je savais qu'ils étaient bien et que moi j'étais en train de vivre ma vie aussi d'un côté et d'être en pleine découverte tous les jours dans l'émerveillement, quoi. Pendant le trajet, de pas forcément de revenir, mais de s'arrêter à un endroit. Parce que cet endroit nous parle, parce que on a à y faire, ou est-ce que c'est une idée d'itinérance permanente? Alors non, il y a des arrêts qui se font effectivement par nécessité, ne serait-ce que pour attendre, faire une demande de visa par exemple. Donc dès qu'il y a des visas, c'est vrai que dans des grandes villes en général, moi j'étais pas forcément toute seule tout le temps, mais il y a des grandes villes où on pouvait s'arrêter une semaine par exemple, parce qu'on avait envie de se reposer un petit peu, de profiter un peu du canapé, parce que j'étais hébergée chez des gens et de faire effectivement des papiers, des demandes de visa ou une réparation. Ou un achat, quelque chose comme ça effectivement. Mais après, j'ai jamais vraiment eu de... Je me suis arrêtée pas mal de fois aussi pendant mon voyage, mais c'était par circonstance, des choses qui arrivent, etc. Mais c'était pas par nécessité que là je voulais prendre du temps ici. C'est qu'à un moment donné, ça se présente, il y a une opportunité et je la saisis parce que finalement, c'est pas plus mal de prendre un peu de repos. Puis quand on voyage sur du long cours, on a du temps. Après moi, ce qui était important dans mon voyage, c'est que j'avais mon fil conducteur, et je pense que c'est important d'avoir un fil conducteur dans un voyage, en tout cas me concernant, pour pas que je me perde, de suivre un fil conducteur et de me rapprocher à ce fil conducteur quand je commence à rester trop longtemps dans un endroit, ne pas oublier qu'il faut que je continue d'avancer, parce que c'est comme ça que mes projets vont avancer. Et après, concernant le questionnement du manque, ma famille me manquait... Je vais pas dire pas, ils vont me détester, mais on se voyait souvent. Peut-être pas, peut-être que si. Mais après, on se voyait souvent. En fait, on n'a pas eu l'impression de passer de vue pendant 2 ans et demi, parce que je pense que j'ai jamais autant communiqué avec mes grands-parents que pendant ce voyage-là. Ma grand-mère, c'était la première tous les matins à regarder si j'avais pas mis une story, à regarder ce que je faisais. Et maintenant, c'est celle qui connaît par cœur mon voyage. Quand je lui reparle d'un moment que j'ai passé ces 2 dernières années, elle connaît tout. Et je trouve ça incroyable. Mes grands-parents, tous les matins, tous les soirs, ils regardaient si j'avais pas publié quelque chose. L'éloignement rapproche ? Ouais, à fond. Et puis j'avais pas de mal à dire à mes parents que je les aimais. En fait, dès que je les appelais, je vous aime, et hop, on se raccrochait. Alors que même aujourd'hui, je sais pas, quand je les ai revus, mes parents, c'était gros câlin, on se bisait tous les matins pendant 2 mois, puis maintenant on se bise plus. On se dit plus on s'aime, alors que moi j'aime mes parents à fond et que je leur disais à fond quand je voyageais, dès que j'avais quelqu'un au téléphone, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et on le dit plus facilement quand on est loin que quand on est proche, en fait. On prend l'importance. C'est une traduction de pudeur, de manque Peut-être de pudeur quand on est... en fait, quand on a passé, je sais pas, 20 ans de notre vie tous les jours, avec notre famille, bon, on sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas. Alors que quand on est loin, on sait, je sais pas, peut-être qu'on se dit qu'il pourrait arriver quelque chose et on a peut-être cette crainte et du coup on préfère dire je t'aime et si jamais il se passe quelque chose, en fait. Et ouais, moi je sais que ça m'a été important et je le dis beaucoup plus facilement aujourd'hui. Je m'ouvre beaucoup plus facilement émotionnellement qu'avant, peut-être. Et du coup, les proches, ils ont l'angoisse du redépart, même si ça se dit pas redépart, mais... Ah ouais, je pense. Ma maman me l'a dit hier. Moi, je t'aime bien comme charpentier ici. Après, c'est pas ma vie c'est une partie de ma vie, mais c'est pas toute ma vie que je vais faire comme ça. Mais je pense, ouais. Mais après, ils savent que je suis très proche d'eux et même si je repars, je donnerai des nouvelles. J'ai pas partir, changer d'identité et plus jamais la revoir, c'est pas moi, ça. Pareil pour toi en ce qui concerne l'angoisse de tes proches, éventuellement, ou pas ?
Mais moi, je suis assez d'accord avec Constant, effectivement, et j'aime beaucoup cette idée que l'éloignement rapproche. Moi, c'est pareil, je pense que j'ai jamais autant communiqué avec ma mère quand j'étais en voyage. Aujourd'hui, je vis chez elle, on communique beaucoup moins. Mais effectivement, là, 2-3 fois par semaine, c'était le téléphone, soit c'était Skype, enfin c'était majoritairement quand même des visios. Quand j'étais sur Paris, si c'était une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'était le bout du monde, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'effectivement, quand on est loin, et effectivement, j'ai jamais autant dit à ma mère que je l'aimais quand j'étais loin. Donc ouais, je pense. Alors est-ce que c'est je pense qu'effectivement on a nos émotions, on est plus au plus près en fait de nos émotions tout le temps, puisqu'on est seul avec nous-mêmes pendant un certain temps, que dans la vie quotidienne on est peut-être happé par autre chose, on est distrait plus par l'extérieur, que là l'extérieur finalement c'est soit des paysages qui sont absolument grandioses, mais extérieur, intérieur, on revient quand même beaucoup à l'intérieur quand on voyage comme ça au long cours. Et donc, on revient vite à l'essentiel et à ce qui est important. Et l'amour, pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de plus important sur la planète. Et donc, du coup, effectivement, ce je t'aime vient beaucoup plus facilement quand on est loin. C'est ce que vous aura appris ce voyage ou ça vous aura appris beaucoup plus de choses? Beaucoup plus de choses. Mais encore? On a combien de temps devant nous, là? Non, mais c'est infini. Un voyage au long cours, peu importe s'il dure 1 an ou 10 ans. Moi, ce que j'appelle long cours, c'est dès que ça dépasse, on va dire, ce qu'est les vacances scolaires, quoi. Donc, dès que ça va dépasser 1 mois, pour moi, c'est déjà du long cours. Mais que ça soit Compostelle, hein, on n'est pas obligé d'aller très très loin, que ça soit n'importe quel tour de je sais pas trop. Dès qu'on part comme ça, que ça soit à pied ou en vélo, qu'on dépasse, on va dire, les 15 jours, 1 mois, on rentre déjà dans un truc où là, on a dépassé quelque chose, on a dépassé un cap, on dépasse les vacances. On dépasse cette période de vacances. Donc dès qu'on a dépassé les 3 ou 5 semaines de vacances, il se passe des choses. Et effectivement, on part en voyage pour arpenter le monde. Et puis en fait, on apprend beaucoup sur les autres, mais on apprend énormément sur nous-mêmes. Et on apprend vraiment à se connaître et à se reconnaître. Et par contre, après, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que le voyage de la compréhension de soi-même, il s'arrête absolument jamais, celui-là. Parce qu'on n'a jamais fini finalement de se connaître. J'imagine que c'est pareil pour toi. Ouais, je sais que je ne sais pas plein de choses, mais après j'ai découvert qu'il y avait plein de petites portes qui s'étaient ouvertes dans ma tête. Et après, ouais, la connaissance de soi-même, forcément, j'ai appris à me connaître beaucoup plus, mais je perçois qu'il y a encore tellement de choses à connaître. Et en fait, là, je me dis que je me connais pas encore assez, et que pareil pour le monde. Avant de partir, je me disais, j'ai peut-être découvert plein de choses, mais au final, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. En fait, je sais que je ne sais pas maintenant. Plein de choses. Ça donne du grain à moudre pour l'avenir. Exactement. Et avant de partager avec les gens qui sont présents, c'est quoi vos projets, s'il y en a? C'est enregistré, là, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que je pourrais plus revenir en arrière. Je le dis ou je le dis pas? Bah, si tu le dis. Ah ouais? Et ben moi, je vais aller m'enfermer dans une petite cabane au milieu de nulle part, là, dans la forêt, et éventuellement, peut-être, commencer l'écriture d'un livre. On peut enlever éventuellement, peut-être. Je reste prudente. Okay. Et toi, tes projets? J'aime bien ce que tu as dit, c'est plus facile de surprendre que de se faire attendre, donc c'est pas évident de dire ce qu'on va faire, parce que si on le fait pas après... Mais bon. Ça a pas de valeur contractuelle, ce que vous dites là. Non, là j'ai envie de me faire une grande marche à partir de début juillet. J'aimerais bien, pourquoi pas, aller sur Barcelone en stop et revenir à pied vers la Bretagne. Et après, en fait, je sais pas si vous avez vu, dehors il y a un vélo, un tandem, un Pinot, et j'en ai acheté un en fait il y a pas longtemps. Et j'aimerais bien faire un tour de France avec ce vélo. Et en fait, l'idée, c'est d'amener plein de personnes différentes sur ce vélo, qui est conçu pour les personnes avec mobilité réduite, qui peuvent marcher ou pas, enfants ou adultes. Donc l'idée, ouais, ça serait de voyager avec ce vélo en France. Mais après, tout est en construction. Après, j'ai aussi ce retour de ce voyage de 2 ans et demi qu'il faut que je finalise dans ma tête aussi, et peut-être à l'écrit, parce que je suis en train d'écrire quelque chose en ce moment. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Combien de temps ça t'a pris, toi, pour écrire quelque chose? J'ai rien écrit. Ah bah voilà. Il va s'y mettre dans la cabane. Dans la cabane. Mais ouais, donc là, je suis sur cette phase d'écriture, donc je sais pas. Parce que l'idée de finir par écrire quand même, c'est un besoin de transmission, une nécessité, une joie. Alors, comment je vais répondre à ça? Moi, ça fait des années qu'en fait, on me tanne pour que j'écrive un bouquin. J'ai déjà un éditeur qui me relance régulièrement pour qu'il me dise « Tu te rappelles qu'on t'édite ?» Et en fait, je pense qu'on m'a tellement demandé le livre, quand c'est que j'écrivais le livre, depuis que je suis rentrée ou quand j'étais en phase de rentrée, que je pense que je me suis mis un petit peu en rébellion et à me dire oui mais non. C'est pas que je le ferai pas, bien sûr que non, parce que moi je pense qu'en marchant, je pense que j'ai déjà écrit 50 000 livres dans ma tête, hein, à commencer au moins plusieurs livres, mais en fait, je pense qu'il y avait vraiment ce besoin d'un recul. C'est-à-dire que c'est très très dur de coucher sur le papier des choses qu'on n'a pas encore fini de comprendre de ce qui nous est arrivé. Et revenir, c'est aussi ça, c'est aussi avoir ce temps d'intégration pour nous, de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé là, qu'est-ce qu'on a vécu, et de venir faire un petit peu le bilan de tout ça.
Et ça, je trouve que ça prend du temps. Et après, je pense qu'on n'a aussi jamais fini de comprendre. Et là, je me rends compte par rapport à l'écriture que j'ai commencé. À chaque fois que je me replonge dans ce que j'écris, je me dis mais ça, maintenant, ça évolue un petit peu. Donc, moi, écrire, ça serait pour mettre un petit peu un point final à ce projet de 2 ans et demi. Et un peu pour avoir un arrêt sur image de ce que je pensais à mes 27 ans. Et peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, 6 ans, dans 10 ans, je voudrais réécrire quelque chose. Et que quand je relirai, je me dirais, je pensais comme ça à cette époque. Et ouais, de faire un petit arrêt et puis écrire tout ce qui s'est passé, ouais, ça m'est important. Et je le pensais déjà je rêvais d'être reporter quand j'étais petit. Et en voyageant comme ça, je me suis un petit peu senti comme reporter. Et j'écrivais pas mal dans mes petits carnets de voyage. Donc d'écrire quelque chose, ouais, ça serait peut-être comme réaliser un petit rêve que j'avais quand j'étais petit. Ouais. D'accord. Je sais pas. À vous, est-ce que la parole est à vous? Le tout début sur quoi la table ronde s'est ouverte sur le fait d'avoir un projet au retour du voyage, c'est super important et je vous rejoins à fond là-dessus parce que moi c'est ce qui m'est arrivé dans l'autre sens. Je suis partie vivre 3 ans au Canada et je suis rentrée en 2019 avec à la base un projet de retour assez rapide qui est finalement tombé à l'eau. Donc je suis rentrée 5 mois en France en attente de visa, de papier. C'était pas la même énergie que vous parce que c'était pas ni à vélo ni à pied ou un peu c'était la découverte. J'ai un peu déplacé une vie dite classique dans un autre pays simplement. J'avais mon appart, mon boulot, mon travail, etc. J'ai découvert tout l'Ouest canadien, la Gaspésie que j'avais envie de vraiment découvrir. Mais sinon, je suis pas partie en road trip, etc. Mais même avec une vie à peu près dite classique, le retour qui finalement ne s'est pas refait au Canada et se retrouver en France sans un projet particulier, ça a été très 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 difficile pour moi de reconstruire après ça. Une sensation un peu d'inachevé déjà. Et puis c'est vrai que le semblant de dépression qui est arrivé, c'est réel, parce qu'on est parti 3 ans, la vie elle a changé là où on était, les gens ont avancé aussi, il y a eu des choses qui bougent et je me sentais vraiment à côté de la plaque en fait, alors que je rentrais chez moi entre guillemets. Et ce côté un peu négatif du voyage s'est dissipé quand j'ai commencé à me remettre dans des projets différents. Donc je vous rejoins vachement là-dessus. Et c'est important de prévoir le retour, vraiment. Parce que sur le psychologique, c'est très compliqué déjà un retour de base, je pense. Donc s'il n'y a rien derrière pour tenir le fil, c'est très compliqué. On vient dans une spirale où on sent un peu des deux côtés des pays, on ne sait plus où on se retrouve. Donc ouais, je vous rejoins sur ça, sur le retour, les projets retour qui sont primordiaux, je pense, dans un voyage. Alors effectivement, moi j'ai un ami qui dit toujours que l'engagement c'est la vie et que si finalement on n'a pas un engagement, et ben du coup on végète, on a du mal, on sait plus, on est perdu. Et ce truc d'avoir une intention claire ou du moins d'avoir une idée. Moi quand je suis partie, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire quand je revenais, alors que je partais pour 10 ans. Et en fait ça a changé peut-être 10 000 fois pendant mon voyage. Et au final j'ai rien fait de toutes les idées que j'avais eues pendant mon voyage. Mais c'est pas grave parce que juste la perspective d'avoir un projet, ça veut pas dire que ça le fige dans le marbre. Et je trouve que c'est important justement d'avoir cette flexibilité, d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, je pense que d'avoir un fil rouge c'est hyper important. Et puis après le fil, il est souple, donc il peut naviguer et ça c'est effectivement important, mais toujours avoir une ligne de mire en fait. C'est pas forcément d'avoir un truc tout tracé parce que je pense que surtout dans un voyage au long cours, la destination n'est pas du tout le but. Ce qui est important c'est surtout le chemin, mais c'est pareil dans la vie. Donc d'avoir une grande idée, une idée aussi vague qu'elle puisse être, mais d'avoir une idée de ce qu'on veut faire après, ça nous donne quand même un chemin. Et le chemin c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Mais faut-il encore qu'on puisse le tracer. En même temps, vous avez évoqué quelque chose de très vrai. Pendant que en marchant ou en pédalant, sur le long cours, on avance d'une certaine manière. Ceux qu'on a côtoyés avant, ils avancent différemment. Et est-ce que ça reste des chemins parallèles et est-ce que quand on les revoit au quotidien, est-ce que quand on revit avec les gens avec lesquels on vivait avant, est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde et est-ce que les écarts éventuels qui sont apparus sont compliqués? Alors non seulement on n'est plus sur la même longueur d'onde. Dans mon cas personnel, faut-il encore qu'on l'ait été un jour. Et après, mais en fait, tout le travail, on est tous différents. Et le but, c'est pas de vouloir convaincre ou changer les autres, parce qu'effectivement, ils ont évolué différemment. Ou alors des fois, j'entends des qui disent « Ouais, mais eux, ils n'ont pas évolué, toi, t'as évolué. » On évolue tous, pas forcément dans la même direction. Et ce que peut-être peut nous apprendre la connaissance de nous-mêmes, c'est surtout d'accepter l'autre comme il est et là où il en est, et ne pas essayer de le convaincre ou de le changer en fonction de notre vécu à nous, parce que c'est pas le sien et c'est le nôtre. Pour ajouter quelque chose, moi j'aime bien l'idée de voyager en mode caméléon, et c'est toujours s'adapter à qui on rencontre, à observer, à questionner pour essayer de se lier d'amitié avec des gens qui sont complètement différents partout dans le monde. Et ce retour aussi, c'est
se mettre en mode caméléon, parce que j'estime que je passe de travers dans la vie de plein de gens, et essayer de capter, de créer des liens avec tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est magique quand on voyage, c'est réussir à créer des liens d'amitié avec plein de gens qui sont tellement différents, de catégories sociales différentes, de religions, de couleurs, d'éducation différentes. Et j'aime bien l'idée de voyager en caméléon et ce retour, être un caméléon aussi chez moi. Olivia, tu voulais intervenir ? Je voulais revenir sur cette histoire de retour et de revenir surtout avec chez ses proches et chez des gens. Alors en tout cas pour moi, ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de moi, eux, n'avaient pas... je pense que tu disais, Caroline, qu'ils évoluent. Peut-être que j'ai évolué différemment. Et pour eux, quand je suis rentrée, il fallait revenir. C'était fini, quoi. Ça y est, t'es rentrée, c'est fini. Il faut revenir à la vie normale, quoi. Et eux avaient pas imaginé... Enfin, moi, j'aime bien ton idée de caméléon, Constant, parce que moi, j'aimais bien aussi ça. Et en rentrant, on m'a clairement fait comprendre que le caméléon, c'est fini, quoi. Maintenant, il faut que tu reviens et reviens dans le cadre. Et moi, j'ai mis quelques années quand même à faire comprendre à mon entourage que j'avais pas l'intention de revenir dans le cadre et que le mot de caméléon continuait à me correspondre et que le voyage n'était pas fini pour moi. Ça continuait et ça continuait à continuer. Et je pense que la grande difficulté pour moi à ce moment-là, c'était ça, c'est-à-dire de revenir dans un environnement où ça était un peu figé et moi j'étais en mode caméléon et je continuais. Et il a fallu du temps pour faire comprendre autour de moi que ma route continuait et que j'allais pas changer ni j'allais pas revenir en fait. J'étais revenue mais j'avais pas l'intention de revenir. Et ça aujourd'hui c'est acté, mais il a fallu bien 2-3 ans quand même. Ouais, bonjour. Je vais rebondir sur le fait de s'oublier quasiment. Quand tu voyages, c'est un truc que j'ai appris, tu t'oublies. Tu t'oublies comme le côté caméléon et c'est impressionnant parce que personnellement j'ai gardé cet état d'esprit même ici où je voyageais à vélo avec des spectacles, donc j'étais quand même assez apparent, visible avec un vélo, avec une guitare, etc. Mais le principal pour moi c'était quand tout était fini, moi j'avais créé un échange avec les enfants, avec les familles, etc. C'est de me poser et de disparaître en gros, c'est-à-dire que je devenais un peu invisible. Mais pour justement recevoir toutes les énergies, toutes les discussions possibles, en étant le plus sobre, le plus simple. Et ça, c'est important dans le voyage. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu disais pour les projets, quand tu reviens d'un voyage, de la durée, peu importe, moi je trouve que c'est ce qui compte, c'est se garder cette humilité peut-être, de rester simple, et du coup d'être réceptif à plein de choses, et rien de tel pour rebondir sur un projet de retour peut-être. C'est-à-dire que tu deviens avec une énergie, une certaine expérience, tu t'en fais pas non plus tu t'en fais pas un tintouin, quoi. Tu restes le plus simple et tu commences à regarder autrement, avec un angle différent. Les gens, les personnes que tu vas rencontrer, qui vont se confronter aussi parfois, c'est un peu un monde violent quand même, et du coup te glisser peut-être justement habilement, pour justement garder ce petit soi qu'on a en nous, mais qui n'est pas non plus quelque chose c'est pas une montagne, quoi, au contraire, c'est des abysses, mais voilà, d'aller chercher de garder cette simplicité dans le voyage qui permet le retour. Moi c'est mon point de vue. Voilà, j'ai juste ça à dire, et puis merci encore toi de vos témoignages à tous les deux. Ça fait 35 ans que je voyage, donc des retours, en fait, j'en ai connu un paquet, j'en connais pas qui étaient vraiment très serein. Donc je pense que moi, tel que je me représente le retour, c'est une espèce de chute, une rupture rythmique, quoi, un choc rythmique, un choc d'intensité aussi, en fait, parce que je pense que ce qu'on découvre, je vais dire, employer un terme, je sais pas, ce qu'on s'impose en voyage, ce qu'on provoque d'une manière plus ou moins brutale d'ailleurs, en fait, c'est d'imposer que la nouveauté est permanente, quasiment 24 heures sur 24. Et quand on rentre chez soi, alors je sais pas du coup s'il y a une espèce d'addiction en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a pour moi, j'associe aussi le retour à une espèce de sevrage brutal. T'as plus ta dope, quoi. Et arriver à rester aventurier, sédentaire, c'est super difficile, quoi. Rester ouvert à tout, aller au-devant d'eux. Non, on est chez soi, il y a du confort, etc. Donc je trouve que c'est difficile. Je pense que ça explique un petit peu ça. Et parfois, pour faire comprendre aux gens qui ne voyagent pas à quoi ça peut ressembler,
j'aime bien faire ce parallèle entre comment ça se passe quand tu rentres de vacances. Comment ça se passe? C'est quoi le syndrome du lundi matin quand tu as passé un week-end un peu plus enthousiasmant, un peu plus fun, un peu plus sexy? Et je pense que ça peut aider parfois les gens à comprendre un peu ce qu'on vit en retour de voyage. Je trouve que c'est très intéressant là, ces partages qu'il y a eu. Alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Olivia. Alors effectivement, je parlais de ne pas vouloir changer l'autre quand on revient, mais effectivement c'est aussi rester sur nous, nos positions, parce que l'autre va forcément essayer de nous changer pour qu'on redevienne la personne qu'il a connue quand on est parti. Et ça effectivement c'est aussi un respect de soi-même que se dire non mais je suis toujours la même, sauf que moi maintenant j'agis différemment. Et c'est vrai que des fois ça peut être dur, cette pression sociale de du coup comment tu vas faire maintenant, puis comment tu vas faire maintenant pour la vie normale, et puis du coup tu vas reprendre un boulot métro dodo là, etc. Puis en fait essayer de faire comprendre aux gens que qu'on a goûté à quelque chose. Alors moi je suis pas très d'accord dans le fait de quand on revient il y a ce syndrome, parce que tout simplement c'est toujours une question de choix. Donc en fait moi depuis que je suis rentrée en fait j'ai une vie qui est celle qui me correspond, et c'est vraiment une évolution, et c'est une continuité. C'est ce que je disais, il n'y a pas de avant et on revient à la vie d'après. Effectivement c'est une continuité, et donc du coup ma vie elle est forcément très différente de maintenant qu'avant, et je continue et j'apprends avec le temps à me respecter de plus en plus. Et il y a aussi ce truc en fait de justement créer cette magie du voyage dans le quotidien, c'est-à-dire switcher son état d'esprit et pas se dire ça y est je suis rentrée, mince ça va redevenir bof quoi. Et en fait non, et c'est en fait réussir à voir dans son quotidien de tous les jours la magie de la vie en fait, comme on pouvait l'avoir, réussir à retrouver cet émerveillement qu'on peut avoir en voyage, mais dans son quotidien, parce qu'il y a pas une seule journée qui est la même en fait, ça n'existe pas, la journée n'est absolument, il n'y a pas une journée qui est la même, et la personne, la conversation, ça sera toujours différent, on peut pas revivre 2 fois la même journée, et c'est réussir justement à revoir ça et à s'émerveiller de choses du quotidien qui sont simples. On est d'accord que je suis complètement, on est raccord là-dessus, Caro, hein, je veux juste rebondir, là, quand je suis revenue l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouh là là, ça doit être dur le retour à la vie normale ». Mais je veux dire, ma vie était très normale en Afrique aussi, et elle continue à être normale, et j'ai juste envie de continuer à voir le positif dans chaque journée en fait. Et quand tu dis que le retour peut être un choc, pour moi aujourd'hui, si tu veux, j'essaye de... En fait, c'est la façon dont tu poses le regard sur le quotidien. Et aujourd'hui, depuis, je pense que c'est l'Afrique qui m'a appris ça aussi, j'essaye chaque jour de prendre le positif et de ne pas me laisser envahir par le négatif. Et à partir de là, chaque journée, même ici en Europe, est géniale. Et donc c'est à partir du moment où tu décides de voir le truc vachement bien de chaque journée, tout se passe très bien. Finalement, c'est un message d'optimisme, le retour. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Je voulais rebondir sur quelque chose que Constant avait dit au niveau du caméléon, donc aussi de s'adapter, de rencontrer énormément de monde à chaque fois. Et justement, j'avais une question à vous poser. Comment vous avez réussi à dealer avec toutes les rencontres que vous avez faites en fait, pendant les voyages? Moi, pour le Canada, qui était un voyage fixe, on va dire. Mais du coup, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens aussi. Je me suis liée d'amitié avec beaucoup de monde. Et vu que je suis une personne qui est très, très dans l'affect, je me nourris beaucoup des gens, je donne beaucoup aussi. Et à la fin, en fait, je m'interdisais presque de rencontrer des gens parce que je rencontrais tellement de gens merveilleux et j'avais tellement d'attaches qui se créaient. Je me suis dit, mais ça va être terrible le retour parce que certes, au Canada, j'ai la France qui me manque, les gens de la France là où je vis. Mais là, je suis en train de créer des liens aussi incroyables et qu'est-ce que je vais faire avec tous ces liens que je vais peut-être plus pouvoir revoir forcément et j'avais du mal en fait après à continuer à aller vers les autres pour me protéger pour la suite. Ce qui revient aussi où tu disais des fois de pas réussir à vivre l'instant T, de penser à toujours après ou voilà être nostalgique. Mais voilà, je voulais savoir comment vous avez dealé à toutes les rencontres que vous avez faites avec le retour. Déjà, je pense que quand je dis au revoir à quelqu'un, c'est jamais un adieu, c'est toujours à bientôt. Et moi, j'ai toujours l'impression que je vais revoir tout le monde. Donc, à partir de ce moment, j'ai l'impression que j'ai des potes un peu partout. Et puis, je vais les revoir, je sais pas, dans une semaine ou peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis, parfois, il y a par exemple, ce qu'on disait avec Caroline, on a dormi chez la même personne au Mexique. Et c'est drôle, parfois, les choses de la vie font qu'on se revoit à un autre endroit du monde. Et du coup, ça m'angoisse pas de me dire que j'ai rencontré plein de gens. Je suis justement content de rencontrer plein de nouvelles personnes tout le temps. Et puis si je revois les personnes que j'ai rencontrées au fil de mon voyage, c'est juste incroyable, c'est juste du plus tout le temps. Ouais, alors effectivement, je vois bien ce que tu veux dire parce que j'ai déjà entendu d'autres voyageurs qui parlaient la même chose. Et en fait, je pense que c'est tout simplement
un syndrome en fait de la séparation, et c'est qu'en fait t'es pas prête à abandonner ces gens-là, tu t'attaches trop, et en fait je pense que le voyage, on en revient toujours au même, plus tu vas observer ça et plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes, plus tu vas accepter aussi de te séparer des gens, parce que tout le monde va mourir un jour, hein. Et donc quoi qu'il en soit, la séparation, mais c'est vraiment un syndrome. Non, mais justement je pense que la mort aussi fait partie de la vie, et sans vie il n'y a pas de mort, sans mort il n'y a pas de vie, donc c'est vraiment un truc où je pense qu'il faut être au clair, enfin il n'y a pas de il faut, mais je veux dire plus vite on est au clair avec ça, de se dire ces gens-là, l'intensité du moment que j'ai vécu avec eux, c'est aussi parce que j'étais quelqu'un de passage, et voilà. Moi, j'ai un ami qui, en Géorgie, on était 3, et quelqu'un qui est revenu en arrière. Et donc, on avait passé, on attendait un coéquipier qui devait nous rejoindre, etc. On a passé 2-3 jours avec la même personne, qui nous a emmenés partout, nous a fait visiter toute sa famille, etc. Vraiment, vraiment, mais super bien. Et après, on a continué notre voyage. Et un des gars, donc, du coup, a arrêté, et il a décidé, comme il s'était vachement bien entendu Asia, à revenir en arrière. Donc là, c'était lui, en fait, qui venait se réimposer, s'inviter. Il n'a pas du tout eu le même accueil. Donc, il y a aussi ce truc, en fait, que ces gens, ils nous invitent sur l'instant parce que eux, peut-être qu'ils ont un besoin à nourrir de se rendre utile, d'avoir aidé quelqu'un, aider un voyageur. Après, ça peut être des trucs religieux, le pèlerin qui est en train de passer, etc. Mais c'est pas forcément des gens qui ont forcément envie. On a tous notre quotidien, et le je contacte pas l'autre marche dans les deux sens. Et donc du coup, moi je trouve que la richesse de ces rencontres éphémères, elles sont aussi riches parce qu'elles sont éphémères. Et voilà, donc. Se mettre des histoires un peu partout et de repartir. Moi j'adorais quand j'allais chercher l'hospitalité chez les gens, et d'arriver comme un illustre inconnu, et le lendemain de se faire un câlin, et tu sais que t'as vécu une histoire de fou, mais pour les gens aussi, ils ont vécu une histoire qu'ils ont kiffé, et de laisser des histoires comme ça. T'arrives dans un village, de laisser des histoires, repartir. Et aujourd'hui, c'est pas le cas avec tout le monde, mais avec la magie des réseaux, parce que sur les réseaux sociaux, on garde des liens avec tout le monde, et je reçois, pas tous les jours, mais souvent des messages de gens qui me demandent ce que je deviens, ou qui me suivent encore. Et ça, c'est cool, les réseaux, pour ça. Oui, tu parlais de la mort, mais en même temps, le fait de partir et à chaque fois de se remettre en mouvement, c'est des petites renaissances, en fait. C'est exactement ça, en fait. Chaque journée est une mort et une renaissance, effectivement. Et alors moi, je suis partie il y a déjà un peu plus longtemps, donc du coup, il y avait moins ces réseaux sociaux. Il y avait quand même déjà Facebook, etc. Mais c'était pas forcément développé. Maintenant, moi, les messages que je reçois, c'est effectivement des messages de mort. C'est-à-dire que c'est les enfants, les petits-enfants qui retrouvent. Moi, à chaque fois, j'envoyais la photo des gens, parce qu'il n'y avait pas de smartphone quand je suis partie. Et maintenant, il y a des gens, alors soit ils me contactent, parce que c'est la petite gamine qui maintenant, elle est ado, elle a Facebook, elle a machin, elle me recontacte en me disant « Ah, tu te rappelles, t'étais chez nous ?» Moi, forcément, je me rappelle pas, j'ai rencontré beaucoup trop de gens. Et en fait, elle me dit « sur YouTube, la vidéo, à telle minute, machin, c'est nous, c'est ma famille. » Parce que du coup, je faisais tous les mois une petite vidéo. Et là, récemment, il y a 2 semaines, là, c'était la belle-fille, en fait, d'une mamie en Turquie, que je me rappelle très très bien, parce que c'était, et ça va m'émouvoir, mais parce qu'elle a pleuré. En fait, quand je suis partie, c'était pour elle un déchirement. Elle nous avait invités, on était 2. Et en fait, c'était la première fois que c'était comme si on était ses propres enfants. Donc, c'était un réel déchirement pour elle. Elle pleurait parce qu'elle avait peur pour nous. Mais je vais faire et tout ça. Et donc, du coup, et là maintenant, voilà, elle est morte il y a 2 mois. Et en fait, c'est ses enfin, c'est la belle-fille. Donc, c'est ses enfants qui rangeait en fait les affaires, je sais pas où est le grand-père, mais et qui du coup a retrouvé la photo avec le petit mot. Moi, je laissais toujours un petit mot. Donc il y a toujours la possibilité en fait qui te retrouve. Et il y a encore 2 mois en arrière, c'était un gars où lui il vit aux États-Unis et sa grand-mère était là. Je veux que tu la retrouves, je veux savoir qu'est-ce qu'elle devient, je veux que tu la retrouves. Et donc toi, c'est super rigolo. Mais le lien, si on veut qu'il continue, il continue. Mais effectivement, faut être prêt à cette petite mort et cette renaissance quotidiennement en fait. J'adore ce que tu as dit de laisser un petit mot. J'ai appris à le faire. Au début, je le faisais pas forcément. Je laissais des petits mots. Et puis après, je laissais des petites photos. Et je sais que je suis sur des frigos ou sur des endroits. Il y a une petite photo. Et les gens sont tellement contents quand tu laisses quelque chose le lendemain matin avant de repartir. Une petite photo de ton vélo avec toi sur le vélo ou quelque chose. Ça. Oh, parce qu'au final, les rencontres, enfin ces instantanés, ces moments vécus, ils apportent autant aux gens qu'à vous. Eux, ils vous viennent en aide. Peut-être matériellement parfois, ou vous facilite le voyage, mais vous leur facilitez la vie. Alors ça, c'est encore une question très sensible, mais pourtant c'est arrivé très très vite moi dans mon voyage, mais il y a toujours quand on part longtemps ce syndrome de l'imposteur. Surtout moi j'arrivais à pied, donc je transporte pas de cadeaux avec moi.
Je suis au gramme près, etc. Et un jour, c'était une famille en Croatie où moi, j'étais vraiment tombée sous le charme. Donc là, c'était des couchsurfing, hein, c'est-à-dire que c'était des gens qu'on avait rencontrés sur Internet. Voilà. Donc on arrive là-bas, on est invité. Le gamin, il avait 25 ans, il jouait 3 instruments de musique, il parlait 5 langues. Un père-mère croate, l'autre serbe. Je sais plus dans quel sens. Donc des problèmes de religion, des machins, des attentats. Enfin bon, bref, moi j'étais admirative de cette famille. Et en partant, c'est lui qui me dit « You make my day ». Moi, j'ai dit, mais comment ça? On était restés 2 jours, logés, nourris, un peu les pachas, quoi. Il fait, mais en fait, tu te rends pas compte, en fait, comme rien que le fait, moi, de savoir ce que tu fais et que tu existes. Et il y a une gamine l'autre jour qui me disait, mais en fait, c'est toi le cadeau. J'ai encore du mal avec ça, mais voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, on n'arrête jamais ce truc de syndrome de l'imposteur parce qu'on reçoit tellement. Et en fait, effectivement, on se rend pas compte aussi à quel point on donne aussi énormément parce que moi, il y a beaucoup d'endroits c'était la première fois qu'ils voyaient une blanche, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi, on me demandait systématiquement si je venais pas de tomber du ciel, quoi. Parce qu'en fait, ils pensaient que, comme j'avais toujours la protection de pluie de mon sac à dos, ils pensaient qu'en fait, j'étais tombée en parachute. J'avais fait un saut en parachute et puis que j'avais raté ma cible. Je sais pas, moi, qui m'avait posé au mauvais endroit. Mais il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Ou alors, on me demandait si j'avais un vélo. Donc, j'ai dit, oui, il est dans le sac. Puis après, ah bon? Je dis, mais non, j'ai pas de vélo dans le sac. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce truc en fait, effectivement, c'est dans les 2 sens l'échange. On l'a tout dit. C'est magnifique. Je vous remercie tous. Merci Caroline, merci Constant. Bonne journée à tous. Les tables rondes du Colibri. Les auteurs et réalisateurs invités de la Joyeuse Escale 2022, présentés par Bruno. Oh oui!